bien dans son job. On parle de la tech. On en parle vraiment beaucoup de cette tech qui manque de femmes, qui a du mal à recruter des talents. Et on en parle avec Alexia Danton. Bonjour Alexia. Bonjour Arnaud. Designeuse, on peut le dire comme ça peut-être, advocate. Vous dirigez Figma France. Alors, je ne dirige pas Figma France. Vous faites partie de cette équipe de Figma France. D'abord, designer, advocate, il peut y avoir un malentendu sur le terme. Vous n'êtes pas une avocate spécialiste dans le droit du design. Vous êtes vous-même designeuse et vous créez au service de la tech. Est-ce que je résume bien votre métier ? Oui, tout à fait. Donc, je suis designer moi-même de formation et j'ai rejoint Figma France en tant que designer advocate, c'est-à-dire l'avocat de la voix des designers en France, où mon rôle est notamment d'aider et de supporter la communauté des créatifs et des designers numériques en France à se développer, à gagner à la fois à monter en compétences et également à gagner avec leur voix au sein de leur entreprise. Alors Figma, c'est une plateforme web collaborative qui permet de co-créer des produits digitaux de façon synchrone et centralisée. C'est en tout cas comme ça que se présente Figma. De quoi ils ont besoin ? De quoi votre profession a besoin ? Parce que la tech, on voit bien, data scientist, développeur, là on est vraiment à l'intérieur du moteur. J'ai envie de dire, si on prenait la métaphore d'une voiture, c'est vraiment tout le design du véhicule, c'est sa beauté, c'est son esthétisme. Est-ce que c'est ça votre métier ? Oui, et c'est également autre chose. C'est-à-dire que le design, dans le sens où on l'entend dans le numérique, c'est à la fois la partie esthétique, la partie, on va dire, formelle de la chose, mais c'est également la partie fonctionnelle. Donc le design tel qu'on définit aujourd'hui, notamment via des terminologies type design thinking, c'est vraiment la conception du début jusqu'à la fin d'un produit ou d'un service qui va passer de la phase d'idéation, de la facilitation, on va demander et on va prendre les besoins de beaucoup de parties prenantes, notamment, et c'est très important, les utilisateurs finaux, mais aussi les problématiques business, et on va générer des solutions auxquelles on va donner une forme matérielle et tangible grâce à nos capacités plastiques de designer. Débat sur la féminisation des métiers du numérique. On voit aujourd'hui des initiatives. On avait Muriel Toiti de OnePoint qui fait venir des collégiennes, des collégiens pour les aguerrir dès le plus jeune âge à l'idée que ces métiers sont ouverts aux femmes. On a ce chiffre, 48% des designers sont des femmes en France en 2022 contre 29 en 2008. On se dit quand même que vous avez fait du chemin. Il reste encore de la route. Qu'est-ce que vous portez comme, j'allais dire, revendication là aujourd'hui, alors que le chiffre est plutôt bon ? Tout à fait. Et on en est très très fiers. Et comme vous avez dit, on a fait beaucoup de chemin pour en arriver là. On a gagné, je crois, 10% de part de femmes depuis 2018. Ça s'est beaucoup accéléré avec le Covid et l'accélération des industries digitales en général. On en est très très fiers. Comme on vous l'avait dit tout à l'heure, il y a un enjeu dans la tech de façon générale. On est à 22% de femmes en Europe aujourd'hui. C'est faible. Et au milieu de tout ça, les designers font part de bons élèves. Malgré tout, il reste encore des choses à améliorer. Aujourd'hui, quand on regarde de plus près ces chiffres de parité, on se rend compte qu'ils ne sont pas égaux sur tous les niveaux de seniorité. On a notamment une surreprésentation de femmes sur les profils juniors, ce qui est intéressant. On a une surreprésentation masculine sur les profils seniors et on a une surreprésentation également d'hommes sur des profils de type manager. On a un tiers de femmes seulement sur des postes à responsabilité dans le design numérique. C'est classique, Alexia, finalement, ce que vous nous décrivez, c'est la structure un peu traditionnelle de l'entreprise, c'est-à-dire plutôt des hommes qui dirigent et des femmes, et c'est ce que vous décrivez, qui sont plutôt à des postes subalternes. Alors, heureusement, contre lesquels vous luttez, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Tout à fait. Heureusement, on espère que les choses peuvent changer, qu'on va tendre vers une parité sur l'ensemble des postes, sur l'ensemble des départements, pas juste le design évidemment. Mais effectivement, il y a encore du travail à faire. Il y a aussi des questions évidemment salariales. Et sur le design, c'est tout à fait crucial, parce qu'en fait, les designers, tous les métiers du produit, enfin dit du produit et du service numérique, sont ceux qui font la conception des produits que derrière la population va utiliser. Ah oui. Et en tant que créatif, on a cette responsabilité qu'on porte de créer des produits inclusifs. C'est-à-dire des produits qui peuvent être utilisés par tout le monde, quelle que soit la démographie auquel ils appartiennent, quel que soit leur genre, quel que soit leur handicap. Leur handicap, tout à fait. C'est un gros sujet quand même. Tout à fait, des questions d'accessibilité qui sont un gros sujet. Et pour construire des produits inclusifs, il faut des équipes inclusives. Il faut des équipes qui connaissent ces situations démographiques-là. Parce que vous êtes vraiment l'interface finalement entre les techniciens qu'on voit peu et qui sont dans l'algorithme et la machine et celui qui va être l'utilisateur final. C'est vous qui faites la passerelle. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous regardent pour donner envie de faire ce métier ? Parce que 48% de femmes, vous dites qu'il faut encore accélérer, il faut que ces femmes prennent aussi des responsabilités dans les structures. Elles sont plutôt indépendantes, plutôt en format d'indépendance, ou elles sont intégrées au staff des équipes com, marketing, des grands groupes. Comment vous vous situez ? Alors,
Pour revenir sur un point que vous avez dit, évidemment, on porte cette flamme haute au niveau du design, mais il faut effectivement penser collaboration. Les profils plus techniques doivent être intégrés à la conception également, et c'est pour ça qu'il y a des gros enjeux aussi sur la diversification de ces profils-là. Mais sur les femmes en particulier dans le design, aujourd'hui, comme on voit, il y a une surreprésentation au niveau des profils juniors. Donc, on n'est pas forcément en manque de talents qui vont arriver doucement sur le métier. Donc on frappe à la porte de ces métiers. Exactement. Et à raison, parce que c'est des très très beaux métiers. On crée le monde de demain. Il y a en plus des vrais besoins dans la tech, donc il y en a une appétence à recruter des femmes et des profils issus de toute minorité. Le problème vient plutôt sur la rétention. On a aujourd'hui, je pense, des choses qu'on peut mettre en place à la fois sur les processus d'acquisition de talents, donc rendre les processus de recrutement plus accessibles, plus inclusifs, mais aussi sur les processus, sur la rétention en tant que telle, où là, c'est le rôle des entreprises de, le comment on dit en garder. anglais, exactement, comme on dit en anglais, walk the talk, c'est-à-dire pas juste faire du diversity washing, rester cohérent par rapport au message qu'ils essaient d'afficher aux talents qu'ils recrutent, et il y a différentes initiatives qu'ils peuvent faire pour cela. Dernière question, Alexia, je vous la repose. Est-ce qu'il y a un désir d'indépendance? Est-ce que ces designeuses, ces designers disent je préfère être plutôt en auto-entreprise ou de créer ma boîte et plutôt être en prestation que de travailler comme salarié? Parce qu'on voit aussi que cette génération Z, et elle est très représentée dans ces nouveaux métiers, elle est moins attachée à l'idée d'être en CDI que d'être libre. Est-ce que ça, vous le percevez? Je pense que cette question-là peut être adressée sans forcément réfléchir au cadre entrepreneurial dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on peut être salarié, on peut être auto-entrepreneur indépendant. Les questions fondamentales, c'est comment est-ce qu'on trouve du sens à ce qu'on fait, comment est-ce qu'on arrive à se empower, comme on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive à se construire soi-même, à construire sa confiance en soi. Et ça, dans le métier du design, pas juste chez les femmes, il y a un syndrome de l'imposteur endémique. Tous les créatifs souffrent, tous. Je fais une grosse généralisation, mais oui. Une grande c'est propre partie... à l'artiste, au créateur. Exactement, parce qu'on est sur des métiers avec une forte empathie, sur des métiers avec une pensée critique aussi, Et une forme de subjectivité aussi, finalement. Parfois. Exactement. Et d'où ça, en fait, tous ces processus d'empowerment qui peuvent être mis en place, qu'on soit salarié dans une entreprise ou qu'on soit en indépendance. Je pense notamment à des choses, des exercices qu'on peut faire sur soi-même pour se rassurer, pour revenir sur ses valeurs. En tant que femme, on a la chance d'avoir la capacité, d'avoir socialement que ce soit acceptable qu'on soit vulnérable. On peut demander de l'aide, on peut demander du support, on peut réseauter. Il y a des fantastiques associations de mentorat qui existent aujourd'hui sur le design en France. J'en cite quelques-unes pour faire leur promotion, mais Hexagon UX, Ladies That UX et Women in Design notamment, qui font un fantastique travail là-dessus. L'art n'est pas une science exacte. Tout à fait. Merci Alexia d'être venue nous rendre visite. Alexia Danton, designeuse, advocate chez Figma France, qui est une plateforme collaborative et qui réunit bien tous les métiers dont vous parlez, qui sont de très très beaux métiers d'ailleurs, ces métiers de designer pour le web, pour la tech. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, place à notre partenaire. Les entreprises s'engagent à la rencontre une nouvelle fois d'une entreprise, mais justement engagée au service de l'emploi et de l'emploi des jeunes en particulier.